Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Déjà 17h34 avec nous en ligne Luc Gravel qui est vice-président responsable des relations de travail à la Fédération des syndicats de l'enseignement. Bon après-midi, Monsieur Gravel. Bonsoir, Monsieur Pierre. Comment ça va, Monsieur Gravel? Bien, merci, vous-même. Oui, ça va toujours bien, Monsieur Gravel. On parle parce que moi je pensais que vous n'étiez pas concerné parce que c'est une des manifestations qui ont lieu actuellement, c'est au fédéral. Je n'entendrai donc pas parler des syndicats au Québec et syndicats de l'enseignement, mais ça c'est une grosse nouvelle qu'on nous dise que Québec remet en question l'ancienneté en éducation. C'est quoi l'affaire? Ben, effectivement, c'est un peu surprenant parce que, de mon point de vue, ici, là, il s'agit d'un faux débat. J'ai l'impression que le gouvernement, le ministère, en lançant une affirmation comme celle-là, propose une solution à une problématique là, qui, je vous dirais, qu'on pourrait comparer à une volonté de traiter un symptôme plutôt que la maladie. Dans ce sens que il y a cette espèce de pensée magique au sein du ministère qui veut que les groupes difficiles reviennent systématiquement aux plus jeunes enseignants, alors que les plus qualifiés pour le faire seraient les enseignants d'expérience. Donc, c'est sûr que présenté comme ça peut paraître intéressant comme solution, mais pour moi, c'est un faux débat. En ce sens que la vraie problématique se situe au niveau de la composition de la classe. Présentement, dans nos écoles au Québec, la majorité des classes, quand on parle du système public, intègrent un nombre très important d'élèves éprouvant différentes difficultés. Donc, si on pouvait régler cette problématique-là, et dans le cadre de la négo, parce que nous sommes actuellement en négociation, pour nous, c'est notre priorité numéro 1. Si l'on pouvait régler la problématique de la composition de la classe et que l'ensemble des classes dans les écoles du Québec avaient un degré de difficulté comportementale, je dirais, similaire, ben à ce moment-là, on n'aurait même pas, ça viendrait clair le débat, on ne discuterait même pas de ça, puisque peu importe l'expérience, l'ancienneté de l'enseignant, il y aurait une classe, je dirais, de composition similaire et la problématique serait réglée. Donc, on parle d'abolition de seniorité, c'est comme ça qu'on disait autrefois, n'est-ce pas? Ouais. Et sans toucher au salaire, ça veut dire que si le gouvernement devient de plus en plus audacieux, il pourrait même penser à donner un salaire plus alléchant aux jeunes enseignants par rapport aux plus vieux qui auraient un salaire de débutant. Ça serait ça la logique, là, dans le fond. Je vous dirais qu'à cet égard-là, en tout cas, je ne sens pas que le gouvernement se dirige vers cette orientation-là. Non, on est en train de regarder l'absurdité de la chose pour dire est-ce qu'il oserait aller jusque-là parce que l'ancienneté confère des avantages et les avantages en général reviennent aux vieux combattants naturellement qui étaient là et qui sont encore là, pas vrai? Oui, puis écoutez, le principe d'ancienneté au Québec est un droit reconnu, non seulement en éducation, mais dans l'ensemble des professions, dans l'ensemble du monde du travail au Québec. Donc,
je ne crois pas que ce soit pertinent de remettre ça. Ce que je dois souligner, lors de la dernière négociation, il y a tout de même eu un réajustement significatif au niveau des salaires, autant pour les jeunes en début de carrière que pour les enseignants plus expérimentés. Donc, sans avoir corrigé toutes les iniquités, parce que nous n'avons toujours pas atteint encore la moyenne canadienne, je dois dire qu'on s'en est quand même grandement rapproché. Et pour que des enseignants en début de carrière, le salaire d'entrée est maintenant plus intéressant. Maintenant, est-ce que de penser à amener des bonifications pour des groupes qu'on pourrait considérer comme difficiles, bien, je reviens à la prémisse que je vous ai exposée en début d'entrevue. Si on pouvait trouver des solutions pour s'assurer que l'ensemble des enseignants se retrouvent avec des groupes de composition équitable, similaires, bien, tout ce débat-là serait caduc. Alors, donc, étant donné qu'on n'en est pas là, il est question d'attirer de jeunes éducateurs dans un système qui est vraiment exsangue. Je ne sais pas. C'est un système qui est au désespoir. Et là, on est en train de donner des appâts à ces jeunes-là. Et de ce que je comprends, des jeunes enseignants pourraient venir, tel qu'on le dit dans le langage syndical, bomber un plus vieux pour un poste, etc. Ça n'a pas de bon sens. Mais de ce côté-là, tout l'aspect bombage, donc là, vous le présentez à contrario, à savoir qu'un enseignant plus jeune pourrait aller supplanter un enseignant d'expérience. Mais encore là, je considère qu'il y a de la désinformation de la part de la partie patronale, puisque dans la très grande majorité, et là, sans aller trop dans l'aspect technique, là, pour quand même pas perdre vos auditeurs, il faut comprendre qu'il y a différentes conventions collectives en éducation. Donc, il y a l'entente nationale, mais chacun des centres de services a aussi ce qu'on appelle une entente locale, là, qui leur permet de tenir compte de leur réalité régionale. Et au niveau de l'affectation sur les différents postes en début d'année, c'est une prérogative locale. Et là, quand on voit dans les journaux qu'on parle de supplantation, là aussi, je réagis puisque dans la très grande majorité des conventions collectives locales des syndicats qu'on représente, une cinquantaine au Québec, ce n'est pas un enjeu. Sur l'ensemble des 50, je crois de mémoire qu'il n'y en a que 3 ou 4 où l'ancienneté est le seul facteur qui sert au niveau de l'affectation. Et pire encore, dans la très grande majorité de ces conventions-là, de la manière dont c'est conçu, la direction élabore les tâches et le syndicat les répartit. Donc, au départ, la direction, la partie patronale, a toute la latitude de faire des tâches équitables et, par la suite, le syndicat les répartit à ses membres. Donc, vous comprendrez que là, on peut bien reprocher aux enseignants d'expérience qui ont donné et qui ont déjà œuvré auprès des groupes plus difficiles pendant des années. On voudrait encore une fois leur faire porter ce fardeau, alors que le travail pourrait très bien être fait au niveau de la direction. Je pense que la partie patronale aurait peut-être intérêt à regarder de ce côté-là. Évidemment, lorsqu'on présente la chose de cette manière-là, c'est quand l'employeur ne veut pas donner un coup de pied dans la fourmilière, n'est-ce pas, pour tout chambarder. Est-ce que c'est à ce point-là grave dans l'enseignement qu'il faut effectivement donner ce coup de pied dans le derrière du système pour tout mettre, rebrasser les cartes et faire en sorte que du meilleur sorte de ce système déjà en péril, je dirais? Mais, écoutez, vous l'avez dit tantôt, on se retrouve devant un système qui est exsangue. On a beaucoup de jeunes qui quittent la profession très tôt. On a de la difficulté à retenir nos enseignants d'expérience. Donc, nous sommes présentement en période de négociation et je pense que oui, il faut être créatif dans les propositions, dans les modifications, les ajouts qu'on pourra faire à notre contrat de travail. Et je vous dirais que toute l'équipe de négociation à la FSA, on a vraiment travaillé avec cette optique-là d'ouverture et de sortir des sentiers battus pour aller vers des solutions novatrices. Maintenant, il reste à convaincre la partie patronale. Puis, vous le savez, mettez-vous à la place d'un finissant au collégial, une finissante, un finissant, qui a le choix parmi une multitude de professions dans un contexte de pénurie d'emploi généralisé. Mais écoutez,
on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Hein? Donc, comment est-ce qu'on va attirer ces jeunes-là, les intéresser à la profession? Bien, évidemment, il y a l'aspect salarial qui est un élément quand même important, mais au-delà de ça, il faut que les gens soient bien au travail, qu'ils aient des conditions de travail qui leur permettent d'exercer la profession qu'ils ont choisie. Et c'est une des problématiques qu'on vit présentement. Quand on parle avec des finissants ou des jeunes enseignants, ils vont nous le dire, eux, ils ont fait le choix d'être enseignants. Et ce qu'ils aiment, c'est la relation avec les élèves. Donc, c'est d'enseigner. Ce n'est pas de faire de la gestion de classe ou des tâches administratives. Les enseignants veulent enseigner et ils ont besoin d'air. C'est vraiment des solutions qui vont dans ce sens-là qu'on propose à la partie patronale. Luc Gravel, est-ce que le déséquilibre dans les classes qu'on parlait, c'est-à-dire avec différents niveaux de besoins dans les classes, avec aussi dans certains cas des élèves qui ne parlent même pas français, qui arrivent de l'extérieur, qui devraient être dans des classes d'accueil, mais qui sont dans des classes régulières, ça continue ça là? Tout à fait. Donc, oui, un flot migratoire quand même important au Québec, souvent concentré dans les mêmes régions géographiques. Donc, à cet égard-là, il y a des endroits où on peine à suffire à la demande. Ce sont aussi des classes spécialisées. Donc, dans un premier temps, il manque de ces classes spécialisées-là. Et très souvent aussi, les ressources qui devraient accompagner les enseignants, malheureusement, ne sont pas là. Parfois, les sommes sont disponibles, mais lorsqu'on recherche des personnes pour accompagner les enseignants auprès de ces élèves-là, on ne réussit tout simplement pas à trouver de candidates ou de candidats. Et maintenant, si tous les problèmes étaient regroupés comme des problèmes qui se ressemblent, qui pourraient être résolus par un seul exemple, pour quand il est question d'immigration et de jeunes qui devraient être en classe d'accueil pour le français, mais qui sont dans des classes régulières, s'il y avait des traducteurs, est-ce qu'on a déjà pensé à une solution de traduction parce que la barrière, c'est la barrière de la langue. Mais, tout à fait. Vous comprendrez que, de mon point de vue, je privilégierais les classes d'accueil, mais lorsqu'on est en région, il n'y a pas toujours la masse critique pour permettre d'ouvrir ces classes-là. Alors, d'avoir des intervenants qui pourraient donner des heures de francisation aux nouveaux arrivants, ce serait évidemment une solution intéressante. Mais encore là, la problématique est pas toujours au niveau des disponibilités des sommes pour embaucher les ressources, c'est de trouver ces ressources-là qui ne sont pas toujours disponibles et qui, malheureusement, comme dans plusieurs autres secteurs du domaine public, préfèrent aller au privé parce qu'ils vont y retrouver de meilleures conditions de travail. Et là, vous me dites, parce que j'étais en train de penser dans ma tête avec une telle conjoncture et conjoncture sociale, mais conjoncture aussi de pénurie de main-d'œuvre, les gens peuvent se recycler facilement dans d'autres secteurs, n'est-ce pas, avec des salaires aussi intéressants, n'est-ce pas? Mais là, vous me dites qu'il y a quand même, les gens peuvent rester dans le secteur de l'enseignement, mais dans le privé, tout simplement, et avec beaucoup moins de problèmes. Au niveau de l'enseignement, ben oui, il existe toujours les écoles privées qui, dans plusieurs cas, vont sélectionner les élèves. Est-ce que vous y avez songé, vous? Songé à quoi exactement? Songé à laisser le secteur public pour le privé? Ben, écoutez, non, pour deux raisons. Moi, je suis originaire d'une région de l'Abitibi-Témiscamingue où il n'y avait aucune école privée. Donc, j'ai eu la chance, puis même mes enfants ont eu la chance de fréquenter des écoles, je vous dirais, normales. Ce à quoi devrait ressembler une école publique. Donc, avec des élèves très forts, moyens, certains éprouvant des difficultés. Et je vous dirais qu'à l'époque, parce que ça fait quand même quelques années là, que j'ai quitté la classe, mais c'était beaucoup plus intéressant. Et je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problématiques. Les problématiques de pénurie existent aussi en régions éloignées, que ce soit en Abitibi ou d'autres régions. Mais je pense que ça, c'est un autre aspect là, sur lequel on pourrait en discuter plus longuement lors d'une autre entrevue, excusez-moi. Mais il y a aussi l'école à 3 vitesses. On en parle fréquemment dans les médias. Il y a les écoles privées qui sélectionnent leurs élèves
Maintenant, il y a aussi des écoles publiques, mais avec des projets particuliers qui, eux aussi, font des sélections. Alors, lorsqu'on a, à 2 reprises, je dirais, écrémé les meilleurs éléments, ben, l'école publique ordinaire se retrouve amputée de... Et puisque tous les élèves, tous les enfants en bas de 16 ans doivent fréquenter une école, n'est-ce pas? Alors, le reste va là où on les accueille. C'est un peu ça, malheureusement. Oh là là, ça s'appelle une école à 3 vitesses, mais où est-ce qu'on s'en va avec ce système? Il semble que le nouveau ministre de l'Éducation n'a pas eu suffisamment de temps pour s'inspirer de quelques modèles que ce soit et surtout prendre le pouls de la situation et faire une proposition qui soit plus acceptable, surtout pour le bien-être des enfants, pas vrai? Oui, absolument. Écoutez, M. Drainville est relativement nouveau en poste. Je sais qu'il a fait des tournées pour s'imprégner du milieu. Maintenant, je pense que nous sommes là. Nous lui avons tendu la main à quelques reprises pour travailler en collaboration avec lui. Et la main tendue est toujours là. Mais maintenant, M. Drainville et je vous dirais aussi l'ensemble du gouvernement de la CAQ devra, je vous dirais, de passer de la parole aux actes et d'investir massivement en éducation, tant sur l'aspect financier, mais principalement aussi sur les conditions de travail. Je pense qu'on en est à un tournant au niveau de la société québécoise là, en ce qui concerne son système d'éducation. Et il ne faudrait pas manquer le rendez-vous qui se présente à nous, l'occasion qui nous est offerte là, par l'entremise de la négociation qui s'en vient, que nous vivons présentement. Et moi, je vais vous souhaiter bonne chance. Peut-être que le titre dans le journal aujourd'hui, c'est pour secouer un peu les ardeurs du camp syndical, n'est-ce pas, de manière à ce que ça vous effraie un peu. Mais j'ai tendance à ne pas croire qu'on puisse remettre en question l'ancienneté. Le Premier ministre était employeur, il ne l'a jamais fait dans le secteur privé, il ne le ferait pas au monde au monde syndical, n'est-ce pas, et surtout pas dans le secteur de l'éducation, parce que ça causerait vraiment un mécontentement presque généralisé dans le système, et je vous approuverai. Absolument. Je pense que j'espère que votre analyse est bonne et que le gouvernement n'ira pas là. Je partage votre opinion, à savoir que d'aller de l'avant avec de telles mesures créerait une grogne très importante au niveau de nos membres. Luc Gravel, vice-président responsable des relations de travail à la Fédération des syndicats de l'enseignement. Monsieur Gravel, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi et bonne chance. Merci beaucoup, ce fut un plaisir. À bientôt, Monsieur Pierre. À bientôt. Au revoir.